Si ça tourne. Oui, que les rouillards. Bon, je pense que t'as vu le titre. On va parler turbo. Bisous Guigui. Wink, wink. J'en ferai une aussi sur les compresseurs. Peut-être lundi prochain, je vais voir. Je vais en profiter parce que je passe chez Guigui. Donc comme ça, je pourrais vous montrer un petit compresseur en réel. J'irai chercher mon turbo là après, histoire que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc on va parler turbo, on va parler de comment ça marche. Il y a quoi dans un petit peu tout le système de turbo, hein, bien sûr. Il n'y a pas que lui. On va parler aussi comment choisir son turbo. Et demain, t'as ton 320i 36 ou 46 là. Bim, t'as envie de mettre un turbo dedans. Ah bah, tu prends quoi? Tu prends comme n'importe qui, t'en prends un petit, un gros, un moyen, t'en prends 2, 3, 4. Donc ça, on va voir avec des théorèmes. Bon, la GoPro a décidé de faire des siennes, pourtant il fait pas chaud de ouf, je dirais même qu'il fait un peu frais. Mais bon, j'espère qu'elle va tenir le coup. J'ai mis des batteries à charger au cas où, mais je vois que, je vois que ça descend à vue d'œil GoPro. Oh, cul, hein. Mais bon, j'ai pas assez d'argent pour acheter une Sony à 4800 boules. Voilà, tristesse. Bon, donc le turbo. Alors le turbo, ça n'a pas été inventé par Monsieur Turbo, hein, ça, faut pas être con. Ça a été inventé vers les années 1900-1905, donc pour te dire que c'est pas tout neuf, tout neuf. Ça a été inventé par un Suisse. De mémoire, c'était Alfred Buchy ou quelque chose comme ça. C'était un ingénieur suisse qui avait inventé ça. Donc, ça fait plus de 100 ans que ça existe. Maintenant, on en trouve dans les F1, on en trouve partout, essence, diesel, voilà, même des moteurs industriels qui ont des turbos. Bref. C'est un système au final très bête, très simple, mais qui marche. Un moteur, ça a besoin de quoi? Ça a besoin d'air et d'essence. Aussi simple que ça. On va dire que il te faut, je vais parler en morceaux ou en grammes hein, si tu veux, il te faut 15 grammes d'air pour 1 gramme d'essence. On va dire que c'est le truc tout bête. Quand ton moteur aspire naturellement, c'est ce qu'on appelle l'aspiration naturelle ou un moteur atmosphérique, donc il n'est pas suralimenté, il n'y a pas de turbo ou compresseur qui pousse de l'air dedans. Quand tu accélères, que ton papillon s'ouvre, le moteur aspire comme une petite seringue, il crée de la dépression, donc il aspire l'air. On lui injecte de l'essence selon l'air qui est inspiré. Généralement, c'est calculé soit via un débitmètre qui calcule le débit d'air, soit par un capteur MAP, donc un capteur qui gère la pression. Donc il voit quelle pression rentre dans la pipe d'admission à ce moment-là et envoie l'information au calculateur pour envoyer plus ou moins d'essence. Le principe est simple. Ton moteur rentre, on va dire, 1 litre d'air. Je parlais très grossièrement, on va beaucoup vulgariser, mais c'est juste pour te donner un ensemble. T'as 1 litre d'air qui rentre, 1 litre d'air qui sort, mais sale. C'est-à-dire c'est de l'air chaud, c'est de l'échappement, c'est des gaz brûlés. Voilà. Cet air, il part dans l'échappement, catalyseur, tout ça. Dehors, tu le respires, cancer, t'es mort. Non, je vais un peu trop loin. Bref. Donc, en gros, euh, cet ingénieur s'est dit, cet air, on pourrait s'en servir. Parce qu'au lieu que j'envoie 1 litre d'air dans mon moteur, si je réussis à en envoyer 2,5 litres, ce serait pas mal. Donc il faudrait que je souffle dedans. Donc, il faudrait que je lui comprime de l'air avec une petite pompe. C'est un peu galère. Et bah, du coup, il en est venu à l'invention du turbo. Et le turbo, c'est simple, c'est une hélice devant, une hélice derrière. Donc il y a l'hélice qu'on appelle au côté corps chaud, qui est la turbine, c'est le côté en fonte hein, généralement. Et on a une hélice qui est côté compresseur. Donc c'est l'hélice compresseur, c'est le corps gris en alu très généralement. C'est le côté frais. Vous allez vite voir que frais, c'est un... parce qu'il fait pas si frais que ça là-dedans. Elles sont reliées sur le même axe, ce qui fait que quand vous accélérez, on va dire que votre voiture prend 5000 tours, on va prendre à peu près un diesel. À 1500 tours, votre moteur il va souffler, je dis une bêtise, 500 grammes d'air.
À 3000 tours, il va souffler 1 litre. Voilà. À 4500 tours, 1 litre 5, c'est proportionnel. Plus il fait de tours, plus il souffle. C'est comme vous, plus vous courez, plus ben, vous soufflez. Hein. C'est une logique. Je ne sais même pas pourquoi je te parle de ça. Bref. Euh, le truc qui va vachement bien avec ce système, c'est que tout ce gaz à brûler, là, c'est 1 litre 5 et tout, ils font tourner cette hélice. Mais s'il y a 1 litre 5 d'air qui tourne, tu vas me dire qu'il n'y a qu'un litre 5 de l'autre côté, puisque c'est sur le même axe. Sauf que l'air chaud, il est plus dense, il prend plus de volume, plus d'espace. Donc, il y a plus d'air. Donc, c'est pas 1 litre 5 au final, sachant que c'est comprimé dans l'échappement, dans ce petit carter, cette petite turbine. Là. Je mettrai des petites photos aussi, mais après, je vais aller chercher un petit turbo. Donc, du coup, cet air, quand il tourne, là, on va dire qu'il représente 1 litre 5 de volume. Bah, du coup, devant, il va réussir à pousser 1 litre 5 de volume. Du coup, ton moteur, en plus d'un litre d'air classique, il va se reprendre 1 litre 5 dans la tronche. Du coup, il reçoit 2 litres 5 d'air frais. Du coup, tu peux injecter de l'essence pour 2 litres 5 et plus 1 litre. Donc, plus de puissance. Plus puissance. C'est aussi simple que ça. Je vous mettrai un petit schéma, c'est bidon. Il y a des choses à savoir en plus de tout ça. Vous allez entendre la trim du turbo, la R, etc. Ces différentes mesures qui vont essentiellement vous donner la taille de votre turbo. Plus un air est grand, plus une trim, machin, etc. Je vous mettrai des petits schémas assez simples. Assez simples. Ça, c'est vraiment quand vous allez pousser quelque chose. Si par exemple vous dites, voilà, moi je veux que mon turbo il charge à 3217 tours, alors il me faut un compresseur qui est une trim de 56, mais je veux que mon turbo il emmène jusqu'à 7000 tours, donc il faut que j'ai un AR de 1,82 machin. Ça, c'est le coin beaucoup plus technique. On va en parler un petit peu après, mais l'essentiel est là. Voilà, c'est un turbo. Tu vois, une hélice sur un même axe, un carter à l'avant, un carter à l'arrière, un qui récupère les gaz brûlés, enfin les gaz brûlés d'échappement qui prennent plus de place, plus de volume, qui de toute façon vont à la poubelle. Voilà. Et le côté compresseur qui lui tourne, aspire de l'air frais, vu que l'hélice est entraînée, comprime cet air frais, l'envoie dans le moteur. Voilà. Mais il va se passer un principal problème. Un turbo, ça tourne vite. Beaucoup de turbos dépassent les 150-200 000 tours minute. Donc c'est énorme. Quand tu vois que ton moteur il prend à peine 6000, c'est pour ça que quand on s'arrête généralement avec une voiture turbo, il ne faut pas couper tout de suite. Parce que ton turbo il est lubrifié au milieu par de l'huile. Donc c'est soit des paliers laitons, soit des roulements à billes. Mais quand tu éteins ta voiture, ton turbo il est encore en train de tourner, surtout si tu viens d'accélérer. On va dire qu'il est à 80 000 tours en train de tourner comme ça. Tu coupes ta voiture, ta pompe à huile, elle est alimentée par le moteur, elle tourne plus. Donc le peu d'huile qui passe, il arrête de passer, il n'y a plus de pression, mais ton turbo continue de tourner, peut-être pendant 30 secondes comme ça, il ralentit tout doucement, sauf que il va être à moitié sec. Et tu tues ton turbo. Bref, ça c'est pareil, c'est lubrification huile, Kenol. Hop, petit sponsor, je vous mettrai certainement un petit lien pour dire l'huile Kenol. Et on fera un petit boulon du perbulite sur de l'huile, on verra, on s'amusera, on fera des trucs. J'essaierai de voir avec mon petit jeunade de Kenol Belgium s'il peut nous fournir un peu quelques huiles, qu'on montre un peu les différences, les machins, les grades, les brûle, on fait des trucs quoi. Tu vois, on va essayer de faire des petits machins, t'inquiète. T'oublies pas, t'y t'abonnes. Hein. La cloche, t'y partages, plus on sera nombreux, plus on pourra faire des trucs débiles. C'est comme chez tout le monde. Hein. C'est logique. Hein. Donc voilà, plus. Voilà. Donc voilà, donc dis-toi que ça peut tourner facilement à 200 000 tours en pleine charge, que ça fait de la pression. Quand tu mets de l'air ambiant en pression avec l'azote, l'eau qu'il y a dedans, etc., les molécules, bref. Je ne vais pas te faire un cours de chimie, on n'est pas là pour ça. Mais en gros, l'air il s'échauffe. Donc on peut prendre de la température d'admission, ce qui est pas bon. Il y a un petit capteur qui est là. Vous entendrez peut-être des fois IAT, Intake Air Temperature d'air d'admission. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ce truc-là, plus il est bas, mieux c'est. Voilà.
plus ton air est frais, dense, il y a de l'oxygène, plus on peut envoyer d'essence, plus tu gagnes des chevaux. Il y a une valeur, peut-être que je la mettrai de tête, là je l'ai plus, mais en gros, je crois que c'est tous les 10 ou 15 degrés, tu perds tant de chevaux, enfin c'est un délire, hein, ça va super vite. C'est ce que Guigui a eu par exemple, avec le compresseur, il chauffait beaucoup trop l'air, du coup on pouvait pas prendre de chevaux, parce que bah, c'était dangereux pour le moteur. Je crois qu'à un moment on a pris 120 degrés, enfin, le 1UZ, machallah, incroyable comme moteur. Donc voilà, il y a un mec qui a inventé un truc, Adolphe intercouleur ou Adolphe échangeur, je ne sais pas, ça s'appelle un échangeur ou intercouleur en anglais. C'est simple, c'est comme un radiateur d'eau, sauf qu'il n'y a pas d'eau qui passe dedans, il y a de l'air. Voilà. Merde, j'ai pas fini, putain, le con. Ça, non, mais à chaque fois. Donc, du coup, il est en façade, il refroidit l'air. Alors, il existe plein de modèles, de tailles, de machins. Euh, Peut-être que je ferai un truc plus poussé par rapport à la taille qu'on peut choisir, etc. La taille de ce qu'on appelle du piping, en gros, de la tuyauterie, des tubulures qui vont du turbo jusqu'à l'échangeur, de l'échangeur à l'admission. Plus c'est gros, plus on prend du lag, mais plus c'est petit, plus on peut risquer une vitesse supersonique et c'est pas bon. Enfin bref, ça c'est vraiment poussé de ouf. Là c'est vraiment, là c'est de la préparation. Voilà, là vraiment je te dis, on vulgarise. C'est juste que demain, t'arrives au bureau, Jacqueline, turbo, interrogation, bim bim, intercouleur, t'es chaud, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est la chaleur en toi. Ça c'est important. Donc il a inventé ça. Pour vous donner une idée, un échangeur, quand il est bien dimensionné, on va dire qu'on envoie un bar dans un moteur, donc on a bien sûr la chaleur, puisque le corps chaud récupère les gaz d'échappement à 800-900 degrés, hein, facile. On va dire entre 7 et 900 degrés. Il est relié au corps froid, hein. Donc le corps froid, tu mets pas ta main dessus, hein. Il est à 150-200 degrés déjà, il est chaud, plus qu'il comprime l'air. Donc on va dire que l'air, le temps qu'elle circule, elle est à 160 degrés, entrée d'échangeur. Genre vraiment le piping, il est chaud sa mère, il fait chaud dehors, on est 45 degrés. Sortie d'intercouleur, tu peux être à 40 degrés, 30 degrés, parce qu'il refroidit bien. Il y a des échangeurs, ce qu'on appelle RR, donc c'est l'air qui refroidit l'air. RO, comme à Guigui, on trouve ça beaucoup sur les compresseurs ou quand on n'a pas trop de place, certaines M3 aussi, les nouvelles. Enfin M3, M4, pas mal de nouvelles caisses où en gros, c'est l'eau qui refroidit l'air. C'est-à-dire que généralement tu as un, comme un radiateur mais fermé, quoi. Il est souvent fermé dans une tuyauterie où tu le vois pas. Tu as un petit radiateur d'eau en façade qui récupère donc de l'air frais, qui refroidit l'eau. L'eau est un meilleur caloportage, c'est-à-dire qu'il absorbe plus facilement les calories que l'air. C'est simple, dehors il fait 10 degrés, tu sors, il n'y a pas de souci. Plonge dans l'eau à 10 degrés, je te regarde. Voilà. Encore une fois, hein, simple, efficace. Donc c'est pour ça qu'on passe de plus en plus au RO, et puis oui, dans certains cas, ça prend moins de place, c'est plus simple. T'as moins de piping à faire, c'est-à-dire que grossièrement, si ton turbo il est là, mais que l'admission elle est super loin, s'il faut que tu ailles devant, que tu ailles chercher l'échangeur, enfin 8 mètres de piping, alors que si tu fais paf, comme ça, t'as pas besoin de passer en façade, et que entre les deux, entre guillemets, tu as l'équivalent du piping de base, donc on va dire, au lieu qu'il fasse 60 mm de diamètre, il en fera 80, et dedans il y a l'échangeur RO, tu as deux tuyaux qui partent, et ça va à un radiateur devant. Donc tu vois, ça t'évite tout un piping de ouf, tout un machin, etc. Bien sûr, il te faut une pompe à eau, etc. Il faut des petits trucs en plus, mais en soi, c'est quand même v'là simple. Donc là, on a trouvé comment refroidir. Mais on a parlé de pression parce on cherche une pression définie. Ta pression va en augmentant. Comme on l'a dit, plus tu prends des tours, plus tu fabriques, entre guillemets, plus ton moteur il souffle de l'échappement. Donc en gros, plus tu vas monter vers tes tours minutes, plus le turbo va tourner vite. Sauf que nous, on veut pas ça. Nous, on veut une pression stable pour pas exploser le moteur, hein, parce que tu te doutes bien qu'à 6 bars, il y a un moment, il y a un truc qui va mal se mettre. Mais il faut pas non plus qu'on ait 0,1 bar, puis 0,4, puis 0,8. Donc, ils ont inventé un truc qui s'appelle la Wastegate. Donc, soupape de décharge, ou porte de décharge, ou porte de jetée, enfin, plein de trucs comme ça. Il faut pas confondre ça avec la dump valve, ou blow-off valve, ou soupape de décharge d'admission, celle qui fait ou qui fait psh. Voilà. Ça, c'est un autre truc. Pour faire très simple, quand sur une essence, bien sûr, quand tu accélères piétole, que tu envoies un bar, poum,
on a un bar direct là, t'es chaud, et bah là il y a le feu rouge, tu lâches ton pied. T'as ce qu'on appelle un papillon qui laisse passer plus ou moins d'air. Là il y a un bar qui passe, ton papillon il se ferme. Les un bar ils se bloquent, ils s'entassent, voire ils font demi-tour, ils vont vers ton turbo. Ça a une fâcheuse tendance à faire ce qu'on appelle l'effet de fluence. Donc en gros, c'est tes petites hélices de turbo, elles s'écrasent. Parce qu'elles prennent la contre-pression et bah il y a un truc qui plie et c'est pas l'air. Ni l'humidité dans l'air, bah c'est tes ailettes de turbo. Et après ton turbo fait... fait des petits bruits un peu chelous comme ça. C'est parce qu'il est mort, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on met une dumb valve, parce que elle, dès qu'elle reçoit, c'est de la durite, hein, c'est simple, hein, c'est une durite d'air, dès qu'elle voit qu'il y a une dépression, c'est-à-dire que tu fermes ton papillon, donc ton moteur il aspire comme une seringue, il y a une dépression qui se forme, mais qu'il y a toujours de la pression dans la tubulure, et bah, elle s'ouvre. Ce qui fait que cet air qui commence à s'amasser, il sort. C'est bien et pas bien, pas bien parce que bah, tu perds en réactivité quand tu dois accélérer, certes, c'est bien parce que tu gagnes en survie de ton turbo et pour beaucoup de choses, quand tu charges un peu fort, ça peut t'empêcher de démanchonner. Parce que bah, si c'est pas le turbo qui lâche, si c'est pas machin, bah souvent la surpression, tu démanchonnes. Bam. Voilà, ça c'est dommage. La wastegate, c'est autre chose. La wastegate, elle crée une fuite au corps du turbo ou à l'échappement, ça dépend où elle est placée. Et elle le renvoie directement dans l'échappement. Ça veut dire que tes gaz d'échappement, quand on voit 3 litres à 7000 tours là, et ben elle va créer une fuite pour qu'il n'y ait que 1,5 litre qui rentre dans le turbo. Encore une fois, hein, c'est très grossier ce que je te dis. Normalement, c'est des mètres cubes minutes ou des cubifeet métriques, machin. Là, je te parle grossièrement. Ce qui fait qu'au lieu qu'il y ait 3 litres qui rentrent dedans, elle va se bloquer, elle est tarée à 1,5 litre. Elle va ouvrir une petite valve qui va sortir et qui va retourner dans l'échappement. Très souvent, elles sont ce qu'on appelle internes, donc elles sont sur le corps du turbo en elle-même, ou à recirculation, ça veut dire qu'elles recrachent dans l'échappement, mais tu les entends pas. Mais certaines crachent directement dehors, surtout en compétition, ce qu'on appelle des scream pipes, donc des soupapes de gueulage, hein, des pipes de gueulage, hein, c'est traduit en français. Je vous mettrai quelques petits extraits assez sympas pour les oreilles. Voilà, moi ça me fait kiffer. Personnellement, ça me fait kiffer, mais il y a beaucoup plus de contraintes. Ça fait du bruit, il faut refaire une durite, il faut refaire machin. Enfin, c'est beaucoup plus chiant. Généralement, une wastegate externe, c'est sur les caisses assez performantes. Déjà, pour une chose, l'accessibilité, la réactivité de la wastegate, comparé à une petite porte qui s'ouvre dans le turbo, et là, vous avez des soupapes de 40-50 mm qui s'ouvrent d'un coup. Quand vous prenez des pics avec le turbo, ça vous sauve votre moteur. La petite wastegate, ouais, à un bar 1, elle va gérer. Quand vous commencez à trifouiller à plus d'un bar 5 de bar, le temps qu'elle réagisse, voire même qu'elle peut se bloquer avec la pression ou s'ouvrir trop facilement parce qu'il n'y a pas assez de ressort pour la contrer, vous pourrez prendre un pic à un bar 7 ou l'inverse, ne pas charger. Ça c'est triste, hein, mais voilà. Donc en gros, ça c'est la wastegate. Il y a un petit truc en plus, on ne l'utilise pas spécialement en drift, malheureusement. J'avais discuté avec des gars qui font ça aux États-Unis, c'est la géométrie variable. Ouais, ça maintenant on en a partout, hein. Volkswagen, Audi, c'est un peu les précurseurs là-bas sur les diesels. En fait c'est simple, c'est des petites trappes à l'intérieur, tout autour de votre turbo, qui vont laisser passer plus ou moins d'air. Malheureusement un turbo, plus il est gros, moins il charge tôt. Plus il est petit, moins il chargera pas après. C'est-à-dire que, on va dire que tu as une voiture qui prend 10 000 tours, tiens la Mazda, tu prends quasiment 10 000 tours, bah ton turbo, si tu veux qu'il charge de 2 à 10, c'est quasiment impossible. Soit il va charger de 2 à 6, donc il va avoir sa plage d'utilisation. Après 6, il est mort, c'est inutile. Soit tu vas l'utiliser de 5 à 10, c'est-à-dire avant 5, il n'existe pas parce qu'il est trop gros, il n'a pas assez d'air pour tourner. De 5 à 10, c'est là où il marche de ouf. Si tu veux une plage plus complète, il faut soit lui rajouter un compresseur, donc ça fait compresseur plus turbo-compresseur, soit biturbo. Un qui charge en bas, l'autre qui prend en haut, etc. Le gros souci avec ce genre de système, c'est qu'on crée de la chaleur, puisque ton turbo crée une restriction. Hein, si tu as un petit et un gros, le petit crée une restriction.
Ce qui fait que ça va chauffer, parce que tu vas presser tes gaz. Donc tu vas prendre ce qu'on appelle de l'EGT, exhaust gas température, la température d'échappement. Et c'est pas bon. Température d'échappement, ça fait chauffer le bloc, ça fait chauffer tes soupapes, enfin c'est comme ça que tu pètes. Il faut rarement dépasser 900-950 de GT, hein. Là c'est vraiment après. Je te laisserai regarder la température de fonte de l'alu. Déjà, voilà, tu rigoleras. De la fonte aussi et de l'acier. Ça te donne une petite base solide sur pourquoi il faut pas, enfin, au-dessus de 1000 degrés. Ouais, 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 déjà, voilà. Donc, le but, on essaie de rester au mieux vers les 700, 750. Euh, Il y a des températures parfaites pour pas faire de particules, pour pas machin. En compétition, on s'en fout. En compétition, en préparation, on va pas parler de ça. Voilà. Sachant qu'en plus, on roule à l'éthanol pour 95% des bagnoles dans ce cas-là. Donc, voilà. Donc la géométrie variable, elle sert à ça en fait. Elle va prendre un turbo moyen et grâce à la géométrie variable, le transformer en petit turbo pour qu'il charge la barre régime et en moyen gros turbo, c'est-à-dire en laissant passer au maximum d'air, ce qui fait que ça va te donner une meilleure plage. J'avais parlé avec des Polonais et des Russes qui les utilisaient, ils faisaient des turbos hybrides, donc ils faisaient un mélange de turbo de diesel, mélangé avec un corps d'essence, etc. Enfin, ils faisaient tout un micmac en géométrie variable, et apparemment ça leur donnait des trucs de ouf, sauf que c'était cher, c'était chiant à piloter avec la géométrie variable, fallait la piloter dans ta gestion parce que du coup, enfin, ça les faisait chier. En soi, tu vois, en drift sur une bagnole en moyenne, on est entre 4 et 7000 tours. Tu t'en fous que ça charge à 1800 tours, on s'en fout. Sachant que plus tu charges tôt, plus tu envoies de la pression tôt, plus tu envoies du couple et des chevaux tôt, plus tu as des risques de péter tes bielles. Donc en soi, c'est pour ça que ça marche dans les tours, une caisse, c'est pas pour rien. Donc là, tu as toute la grande base du turbo. Voilà, turbo avec l'échangeur, on a parlé de la wastegate, la dump valve, un petit peu les tailles de turbo, la géométrie variable. Tu as le grand tout qui va avec. Le truc qu'il faut pas oublier, là déjà je vais changer de batterie parce que là c'est ouf que la batterie tenue 20 minutes. Mais, on va parler d'un truc, c'est comment bien choisir ton turbo, quelle taille, quoi, quelques calculs. Je vais vous mettre un site qui est très bien pour ça, pour les calculs de turbo, qui est vraiment génial. Euh, et on va partir sur un moteur type. Je vais prendre un 320i, je pense, parce que c'est le plus drôle et puis ça fait chier les gens, j'aime bien. On va voir que bah, tu peux faire un peu ce que tu veux, mais en même temps, tu peux pas faire ce que tu veux. C'est ça qui est cool. Euh, on va parler aussi vite fait là de turbos chinois. Il faut savoir que les turbos chinois, ils ont les fonderies les trois quarts du temps de Garrett, de machin. Enfin, tous les turbos sont faits au même endroit. Juste, il y a moins de. La matière première est moins qualitative, machin, etc. Mais ils font très bien le taf. C'est-à-dire que demain, tu achètes un GT28 Garrett, ce qui se monte beaucoup sur les S14. Enfin, ça va bien avec la cylindrée de 2 litres, je pense même on va utiliser ça, ça va être assez drôle. Et tu prends un GT28 chinois, le Garrett tu le payes 1200 balles, le chinois tu le payes 180 euros. Honnêtement, nous on avait fait le test à l'époque sur une S14 justement, entre un ping-pong et un normal. Sur un an d'utilisation, le ping-pong avait un petit peu plus de jeu, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Mais c'était ridicule, genre il consommait pas d'huile, il était très bien, enfin voilà, etc. Le Garrett chargé, mais réellement à peine 100 tours plus tôt. Le seul truc qui était chiant avec le ping-pong, c'était le petit chapeau de wastegate qu'on entendait beaucoup bouger. Et la wastegate qui n'était pas toujours des plus précises, mais on a eu le même problème après avec le Garrett, c'est-à-dire que la wastegate faisait je sais pas, à un moment elle faisait des bugs chelous. Sachant que c'est une wastegate interne, donc en fait c'était le poumon qui était fatigué, mais le poumon il est fabriqué en Chine. On avait pris une marque qui s'appelle Kinugawa, c'était un de mes anciens sponsors qui était vraiment bien, qui font des wastegates réglables en fait. Tu peux les ouvrir et comme une wastegate externe, tu peux changer le ressort dedans, etc. C'est vraiment de la balle, ça valait 90 ou 100 euros. Donc tu vois, ça te fait un bête de turbo à 300 euros. Ne cherche pas plus loin. Pareil, les échangeurs chinois, etc. Je vais te dire, quand tu fais
Comment ne pas être méchant? Quand tu fais de la préparation sans chercher à être un ingénieur, c'est bien. Si tu veux vraiment te dire, voilà, moi je veux que ça charge à tant de tours, je veux que l'air soit parfaitement machin, plus tu vas prendre la pièce chère et de qualité, voire même du fait maison, hein, je vous invite à regarder les vidéos de Ryan Turk où ils ont monté sa caisse, euh, ou même de Chris Frostberg, hein, elles sont incroyables. Les mecs font leur propre radiateur eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils achètent des corps en alu et ils font les radiateurs d'eau, les radiateurs machin, la taille qu'ils veulent, le machin et tout, orienté dans le sens. Ouais, tu maximises le truc. Ça, c'est vrai, c'est vraiment c'est le top du top du top de la préparation et tout. Mais quand t'as 10 000 balles de budget et que ça part vite parce que t'as l'arceau acheté, t'as le train avant, t'as le train arrière, t'as le machin, la caisse et tout, que tu dis bon, bah, il me reste 4 000 balles pour faire le moteur. Eh, ça va vite, mon gars, hein, 4 000 balles. Hein. Ça va très vite. Hein. Des injecteurs, c'est entre 3 et 600 euros déjà. Si tu prends pas de la merde, hein, parce que si tu prends des trucs ping-pong à 40 euros les 8, voilà, mais tu prends ton turbo, ton échangeur, une wastegate correcte, le piping, etc. T'es vite à 1000 balles, des bonnes bougies, de quoi refaire tes internes moteurs. Voilà, t'as mis 3000 balles déjà. Après, il faut que t'achètes une gestion. Une petite Max Sécu, c'est 1000 balles. Voilà, 4000 euros. Mais après, 4000 euros, tu peux t'amuser. On va pas se mentir, tu peux te faire plaisir, tu peux sortir un peu de chevaux. Après, c'est pareil. Moi, je dis souvent, le gros problème, surtout dans le drift, c'est que les voitures sont pas homogènes. Je vous prends un exemple. Euh, Quelqu'un que j'aime beaucoup, qui roule très bien, qui m'impressionne aussi, parce qu'il est, et puis il est super cool, c'est Jérôme Esteban, qui a sa petite S14 de 400 bourrins, qui arrive à faire des top 8. C'est-à-dire qu'il arrive à passer, il se qualifie, ce qui est pas rien, il fait le top 32, il fait le top 16, top 8, et des fois même il claque des finales ou des trucs comme ça. Il a un V8 de M5, donc ça fait 400 chevaux quand il est en santé, hein, quand il est en santé. Hein. Gestion d'origine et tout, on en parlait ce week-end à Calmont, il m'a dit, j'ai rien fait dessus, quoi, enfin il est quasi stock, et une S14. Voilà. Sauf que il a pas des pneus qui grippent à mort, il a des bons pneus, je crois que c'est des Eknova qu'il a, je me rappelle plus, mais de mémoire je crois qu'il est en 2,25 ou 2,35, enfin il faut ajuster ton poids, ton grip et ta puissance. Ça te fait un petit triangle impeccable. Si tu as une caisse trop légère ou trop lourde, eh ben faut que tu gères avec ta puissance. Mais si tu gères avec ta puissance, il faut gérer avec ton grip. Enfin, voilà. Vous prenez Nicolas Dufour qui roule en 215-17, il a 350 chevaux en gros dans une M330. C'est léger, c'est efficace. Oui, il peut pas mettre attaque d'angle, parce qu'il a plus la puissance pour relancer. Oui, il peut pas mettre de 265 de large, mais il fait le café. Il arrive à se qualifier, il arrive à faire des choses bien avec 350 bourrins. Guigui, l'année dernière, il avait que 350 chevaux. Une Skyline qui fait presque une tonne 4, je dis bien presque. Heureusement, il y a le compresseur, donc ça charge assez tôt, c'est pas dégueulasse. Mais 350 chevaux dans presque une tonne 4, on roulait en 2,45 voire 2,65, donc ça commence à être plutôt balèze. Il avait beaucoup, beaucoup de grippe. Guy est un bon pilote, mais il n'avait pas le droit à l'erreur. On l'a vu par exemple à Bordeaux quand Axel a eu, on va dire, un souci, hein, pour être poli. Bah, Guigui s'est retrouvé bloqué parce que bah, plus assez de chevaux pour relancer, plus. Enfin, voilà. Donc, il faut pas mettre trop de chevaux, faut pas aller chercher non plus les casses, les machins, les problèmes, parce que bah, c'est les ponts, les cardans, les machins. Salam tchouf si tu nous regardes. Et il faut pas non plus se dire, voilà, je veux pas de puissance, je veux pas de machin. Enfin, il faut. Ça, c'est important, je voulais en parler quand même. Il faut être rationnel dans ce que vous faites. Demain, que ce soit pour faire du championnat de France, que ce soit pour faire du loisir, que ce soit pour faire tout ce que vous voulez, la vol race, machin, si vous vous dites, voilà, j'ai un budget, qu'est-ce que je me fais? Est-ce que je prends du pas cher? Est-ce que je fais moi-même? Est-ce que Atmo, turbo, compresseur? Il faut bien réfléchir avant, parce que c'est ce qui vous emmènera à vous faire le moins chier possible. Et c'est vraiment le plus important. J'entends plein de gens qui disent qu'il n'y a pas de roulage sec, pas de roulage machin. On a encore des roulages secs, on a encore des roulages mouillés, il y a de tout en France, il suffit juste de chercher un minimum. On a encore la possibilité d'avoir le championnat de France, faut pas oublier que ça roule aussi en Espagne, au Portugal, c'est pas si loin que ça, hein. En Italie, en Allemagne ça roule de ouf, on a aussi la Drift Cup. Là j'ai vu qu'il commence à avoir des événements en Belgique. Enfin, on a de quoi rouler. L'Angleterre, le BDC, c'est pas si loin que ça, les gars.
BDC, T-Side, tu te prends un week-end là-bas, ok, je suis d'accord que c'est un billet. Moi aussi, ça pique. Oh, mais quand tu te dis, j'ai roulé avec les Anglais, je vais peut-être rouler avec des têtes comme Dean, comme machin, enfin des mecs chauds qui viennent s'entraîner. Quand tu vas le drift bash, c'est 200. Non, c'est 190 livres, un truc comme ça. Enfin, on va dire 300 euros le drift bash. C'est quasiment 4 jours non-stop de drift. Non-stop, mon gars. C'est du 8h, enfin 9h du mat. Il y a nocturne, je crois que c'est 21h ou un truc comme ça, ou 22h ou 23h. Enfin, mec, c'est un roulage incroyable. L'année dernière, ils n'ont pas pu le faire à cause du Covid, l'année d'avant non plus. Mais regarde les vieux drift bash qu'il y a eu en Angleterre. Mais mec, ça donne envie. Ok, il faut traverser l'Angleterre. Ok, maintenant il faut un passeport. Mais gros, un passeport, ça dure 10 ou 15 piges. Maintenant, tu vas pas commencer à me casser les pieds avec ça. Mais ouais, tu traverses l'Angleterre, donc c'est bateau ou Eurotunnel ou machin. Mais c'est 4 ou 5 jours où tu kiffes. C'est un mix entre des vacances et du week-end de roulage. Mais tu vas rouler avec des mecs qui ont du gros niveau, des mecs qui font le BDC, l'IDC, donc l'Irish Drift Championship. Il y a des James Dean qui viennent, des machins comme ça. Donc tu te dis, tu prends ta petite BM ou ta petite Nissan ou je sais pas quoi, ou ta Mercos, tu vas là-bas, tu vas rouler. Et là, tu vois Dean avec son E92 semi-street et let's go quoi. Allez! Donc c'est quand même des trucs, on a de la chance quoi. J'entends plein de gens se dire oui le drift. Moi, moi depuis, j'ai commencé fin 2006, je suis rentré là-dedans. Ça fait au moins, on est en 2022, au moins 10 ou 11 ans j'entends le drift c'est fini. Il y a des circuits qui ferment, c'est mort machin. Je rejoins beaucoup de choufs sur lesquels on se fait beaucoup marcher dessus. Là c'est mon petit instant coup de gueule, après on passe à autre chose. Je rejoins beaucoup de choses sur le fait qu'on se fait beaucoup marcher dessus. Malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas ne voient pas le drift comme il faut. Mais il faut pas oublier que, de toute façon, on est en France, que tous les sports automobiles c'est comme ça. Hein. Que vous fassiez du karting, de la F1. Demain, vous faites juste un test. Vous allez voir des banques, vous allez voir plein de trucs pour les sponsors. D'ailleurs, je prépare une vidéo sponsor. Et vous leur dites, voilà, on va ouvrir un club de foot à Montcuq-sur-Sarthe. Et on cherche des sponsors. Voilà, pour l'instant, on est en D1, on compte monter assez haut. On vise Ligue 2 sur 5 ans. Voilà. Vous allez avoir plein de gens. Ah oui, bah super, bah nous, ça nous intéresse, machin. C'est du foot, hein. Visuellement, il n'y a pas de live, il n'y a pas de machin, pas de spectacle, pas d'interaction avec le public, pas de. Rien, c'est plat. Mais vous allez trouver beaucoup plus facilement un sponsor. Maintenant, vous faites exactement la même chose. Voilà, une équipe de compétition, vous fournissez un book. Les voitures carrées, la même déco, machin, les gars, bien. Tac, on a 50 000 personnes qui nous suivent et tout. Ah oui, non, les sports auto et tout. Non, puis ça pollue, et puis machin, et puis ceci. On en parle des 50 pélos qui prennent leur bagnole diesel à moitié pourrie pour à chaque fois aller au foot tous les dimanches là. Alors que nous, c'est. Allez, on va dire même si tu fais des trainings, tu fais le championnat 12 fois dans l'année. Eux, c'est tous les dimanches, samedis, même plusieurs jours. Donc voilà, c'est toujours pareil. L'hypocrisie des uns, les soucis des autres. Mais, voilà. C'est pour ça que vous mettez pas des bâtons dans les roues pour peut-être 150 vues à cette vidéo, je sais pas, mais pour ceux qui regardent et qui regardent jusqu'à là, c'est possible, vous inquiétez pas, ça se fait, il y a du roulage, il y a tout ce qu'il faut, et il y a moyen de faire des trucs pas si chers que ça. Donc, voilà. Maintenant, on va passer à la sélection d'un turbo. Et des retours, regarde. Bon, on se retrouve avec Chongqing 1. Voilà, donc on reprend turbine, corps chaud, passage d'huile. Alors celui-là c'est un type Garrett donc il est refroidi par eau aussi. Ça, voilà. Hop. L'hélice, côté turbo, côté turbine pardon. Compresseur. Donc bon voilà, là il y a l'entrée. Et... Alors ce que vous voyez les petits trous c'est ce qu'on appelle un anti-surge. C'est ce qui est censé justement empêcher le fameux effet de fluence, c'est le fait que quand tu n'as pas de dump valve, excusez-moi, hein, quand tu n'as pas de dump valve, ça vient t'éclater les hélices du turbo. Donc ça normalement ça sert à ça.
Je vais te parler rapidement de la trim et de l'AR. L'AR, c'est un calcul savant entre ton diamètre là et ta surface. Alors je vous le mettrai en photo, hein, mais la surface que vous avez derrière le corps en fait. C'est-à-dire toute la surface d'air admissible. C'est ça un air. Plus il est élevé, plus tu as une grosse surface, plus généralement le turbo est gros. Euh, Ça varie avec plein d'éléments, la partie compresseur bien évidemment, mais tu peux faire des hybrides. Voilà. Et tu as le truc très important, c'est la trim, c'est la taille de l'ailette côté turbine. Il est super lourd sa mère. Ça pour vous donner une idée, comparé à ma tête, voilà, hein, c'est pas tout petit. C'est un GT35 82R, donc qui n'est pas du tout R, parce que R normalement c'est pour roulement à billes. Donc c'est un GT35 82, tu as bien compris. Imitation du GT35 de chez Garrett, hein, ça c'est un Max Speeding Road, un bijou, envoyez des sous Max Speeding Road si vous voulez. Ça vaut entre 2 et 400 balles, ça dépend où tu l'achètes, voire 500 maintenant. 82, c'est très souvent, je dis bien très souvent, la trim. Attention, c'est pas toujours le cas, mais généralement, c'est la trim. Le 35, moi, il correspond au côté compresseur, c'est les normes Garrett. Vous avez 28, 30, 35, 42, je crois, etc. Enfin, voilà. Après, il y a tout un tas de trucs. Flange T3, T4, machin, T2, V-band. Ça, c'est autre chose. C'est les systèmes de fixation et tout. Twin scroll. Twin scroll, c'est très bien. C'est en fait, vous avez le corps qui est divisé ici. Vous chargez mieux, plus tôt. C'est vraiment bien quand vous prenez un gros turbo. C'est ce qu'on va essayer de se choper pour la RX8. Pour avoir un truc, parce que la RX8, le turbo sera forcément grand vu que ça envoie au régime. On va essayer de trouver un petit truc. On va voir encore qu'est-ce qu'on prend, mais surprise, surprise, surprise. Donc voilà, là tu as vu un turbo, arrivée d'huile, refroidissement à eau, donc soit moteur, soit en parallèle. Certains le mettent pas du tout, hein. Bon, il n'y en aura pas sur la caisse, donc voilà. Je vais essayer de te mettre en fond, peut-être par là, enfin je sais pas, je vais essayer de me débrouiller, une map de compresseur, que tu comprennes à peu près ce qu'il y a. On travaille sur deux axes. L'axe du bas, c'est très généralement les livres par minute. Donc c'est le flux d'air, hein, tout simplement. Il y a plein de trucs, hein, mètre cube minute, CFM tout court, hein, des fois c'est cubic feet par minute, donc c'est américain. Voilà. Tout ce qui n'est pas en cubic feet, inch, machin, foot, pound, pour eux c'est communiste. Voilà, on va pas se faire chier. Et tu as un autre axe qui est la pression. Alors attention, elle commence à 1 dans 90% des cas, parce que 1 c'est notre pression absolue, c'est-à-dire 1011 ou 1013 millibars hectopascal. 1 bar c'est la pression ambiante, on n'est pas en dépression, hein, on est, sauf certains, mais on est en pression. Donc c'est-à-dire que si tu veux 1 bar de pression à ton turbo, tu vas te mettre sur le 2. Hein, tu fais pas le con. 1 bar de pression, si tu cherches sur la ligne du bas, tu auras 0 en fait. Donc voilà. Alors je vais m'aider d'un papier. Je vais vous mettre un site, je l'ai de côté, je sais pas pourquoi je regarde le PC, mais bon. Bref, c'est Bose Performance, donc vous en avez toutes les formules de calcul, je vous ferai des petits screens aussi. Je vais m'aider d'un paplard, parce que là, mec, t'es pas prêt, hein, t'es pas prêt. Donc on va parler de comment choisir ton turbo. Donc si tu la trim, tout ça, tu sais pas trop, ou voilà, là ça va te donner vraiment une grosse idée. Le principe d'une map, je la raffiche là si c'est pas déjà fait, c'est que on cherche généralement deux points. Le point de charge, donc c'est là où ton turbo va charger, donc c'est là où ton turbo va, comme on dit, spooler, il va commencer à prendre la charge. Et on cherche le point de pression, enfin le pic de pression, c'est-à-dire que ton turbo, on va dire qu'il va charger à 3500 tours, mais à 3500 tours, tu n'auras peut-être que 0,6 bar. Toi, tu veux ton point de pression, c'est-à-dire que tu veux 1 bar. Voilà. Et ensuite, on trace une ligne généralement jusqu'au bout. Moi, je travaille pas comme ça, ça a toujours marché. Moi, je cherche deux pics, c'est-à-dire que je prends mon moteur. Je sais que mon moteur, par exemple, son rupteur est à 7000. Donc, je vais prendre quelques tours avant, on va dire 6008.
parce que de toute façon, 7000, il va peut-être même prendre 7100 avec l'inertie, mais je vais prendre 6008, et je vais prendre la moitié de 6008, donc 3004. Et je vais chercher un turbo qui marche de 3004 à 6008, sachant qu'il va quand même s'entraîner un petit peu après 7000, hein, il s'éteint pas, hein. Mais je vais chercher dans cette plage, donc dans ces environ 3000-3500 tours de plage, un turbo qui rentre au mieux. Vous pouvez chercher plus bas, vous pouvez chercher plus haut. Plus vous allez chercher une plage grande, plus votre turbo va être chiant à trouver. Plus vous allez chercher une plage petite, plus le turbo va être facile à trouver. Parce que vous avez peut-être un turbo qui va marcher de 5000 à 6000 et qui va vous donner 540 chevaux sur 1000 tours. Mais après, vous tapez le rupteur, c'est fini, il n'y a plus rien. Et avant, il ne charge pas. Enfin, vous êtes en spool, c'est-à-dire que au lieu d'avoir un bar 4 demandé, vous aurez peut-être 500 bars. 500 grammes, je veux dire. Donc, oui, il y aura un petit truc, mais pas grand-chose. Donc là, je suis bien. Nous, en France ou en Europe, on parle en centimètres cubes. J'ai pris un M50, un M52, enfin bref, j'ai pris un 320i. Le 36, le 46, tu te fais plaisir. Ça fait 1191 cc. Le problème, c'est que cette formule de calcul, étant américaine, on va parler en CID, donc Cubic Inch Displacement. Encore une fois, les ricains, fromage, cheddar, obésité. Voilà. On va chercher un volume d'air. Ce volume d'air, il est en CFM. Cubic Feet. Bon, allez, moi je me casse. Et non, je déconne. Donc ouais, on va chercher un petit peu tout ce volume. Nous, il faut déjà qu'on transmette ces 1991 cc en CID. Je te passe le calcul, c'est sur le site, je vous mettrai ça en bas, je formule X, Y, machin. Ça fait 121,49 CID. Voilà. On a notre litrage moteur, donc nos 2 litres en CID, en cube inch. On va chercher un volume d'air en CFM. Pour ça, il faut les tours minutes multipliés par le CID, donc les 121,49, divisé par 3456. Alors, les chiffres de la division, tout est expliqué dans le truc, tu t'amuseras à lire. Moi, je vais faire un truc, c'est que je vais prendre 3000 tours et 6000 tours. C'est-à-dire que mon 320i, je vais le laisser couper à 6005 à peu près, rupteur d'origine, et on va travailler de 3 à 6. Voilà, on va regarder si ça rentre ou pas. Donc, moi là, je commence par 3000, donc je fais 3000 multiplié par 121,49, ça me donne 364 470 divisé par 3456, ce qui me donne 105,46 CFM à 3000 tours. Forcément, il faudra doubler pour 6000, mais ça on le fera après. Ensuite, la suite de cette formule de calcul, elle est simple. On a le volume d'air à 3000 tours, mais on veut non pas le volume, mais on veut un volume en livres par minute, mais en prenant compte de la température, puisque je n'oublie pas juste avant ce que je t'ai dit, le turbo, ça chauffe. Donc un savant calcul, pareil, tu verras tout entre la température. Donc là, c'est en Fahrenheit, il existe la même chose en Celsius. Au pire, tu transmets de Fahrenheit à Celsius toi-même et t'es tranquille. Là, c'est une moyenne, on va dire, à notre atmosphère, je crois que c'est 23 ou 24 degrés de moyenne, ou 25 degrés, donc ça a une température moyenne. Et on a nos pressions. Là, on va chercher à tourner à 1 bar. Voilà, le but, c'est d'avoir un bar de pression. Donc, c'est en psy. Les États-Unis, je vous adore. 1 bar, c'est 14,7 psy. Au moins, vous le savez. Donc, 14,7 plus 14,7, ça fait 29,4. Donc, on a nos 1 bar de pression atmosphérique plus nos 1 bar de suralimentation. 2 bars. Multiplié par nos CFM qu'on avait juste avant, qu'on a calculé, 105,46, multiplié par 29, je te laisserai voir c'est quoi le 29, je t'aurai une surprise, ça nous donne 89 915,19. Voilà. Tout ça, on le divise par 6330,7, donc c'est le fameux calcul de température, pression, machin. Bref, ça nous fait 14,2 livres par minute à 3000 tours. Quand je te disais qu'il souffle 1 litre 5 d'air ton moteur, voilà, là c'est 14,3 livres. Il y a tout le calcul, hein, pareil, si tu veux te faire chier à repasser 100 mètres, t'amuser.
Là, normalement, si, je dis bien si, tu appliques une règle qui existe, en gros, tu dois multiplier ça par selon l'état de ton moteur. Donc 0,8, 0,9, 0,98. Plus ton moteur est parfait, neuf et étanche, plus tu te rapproches de 1. Donc plus ce chiffre est exact. Plus ton moteur est démonté, plus tu vas le diviser. C'est-à-dire que tu vas faire 0,5. Et ben tu vas dégager la moitié. Donc, voilà. Là, je le fais pas pour que ce soit simple, mais c'est expliqué sur le site si tu veux être très précis. Là, on va dire qu'on a un moteur parfait, refait à neuf, les compressions au top, machin, il est nickel, pas de déperdition. On a 14,2 livres corrigés. C'est ce qu'on appelle les livres corrigés. Ce qui fait que on a 28,4 livres à 6000 tours, puisque c'est x2, 3000, 6000. Voilà. Il faut savoir que ça dans 90% des cas, on va dire 80, allez, soyons très cool, ça représente tes chevaux. Ça veut dire que je vais avoir 142 chevaux à 3000 tours et 184 chevaux à 6000. 284 chevaux à 6000. C'est pas mal hein, pour un 320 qui en faisait 150, hein, avec juste un petit turbo. Sachant qu'il me reste encore 500 tours, donc je vais peut-être pouvoir choper un peu plus de chevaux. Sachant qu'on va rouler à l'éthanol, etc., etc., etc. Donc voilà, ça, tu as la formule de calcul pour savoir quel turbo va sur ta caisse et c'est marre. Je t'abandonne un instant. Je prends juste ma petite map de GT28. Voilà. Que je vais t'afficher par là, parce que moi, il me la faut visuellement. Donc, on a dit qu'à un bar, à 3000 tours, on était à 14 livres. Et ben, on va prendre notre petit axe. On va se mettre, donc je le fais en même temps que toi, hein, à un bar, 14. Là, à vue d'œil, si on croise, je suis juste à la sortie de ma map de turbo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je trace une ligne de 0 à 1, je suis hors de ma map de turbo. Ça veut dire qu'en dessous de 3000 tours, le turbo il sert à rien. Comme tu peux voir, il y a des pourcentages. Plus tu es au cœur, plus ton turbo il est efficace. Ce qui est logique. Donc en gros, c'est simple. En dessous d'un bar, 0,5, etc. En dessous de 3000 tours, on va prendre de la charge. C'est bien. Le turbo va charger assez tôt. Mais en soi, il ne va pas être d'une grande efficacité volumétrique. C'est-à-dire qu'il ne va pas envoyer un flux d'air extrêmement bien. Mais en soi, 3000 tours, c'est tôt, c'est bien. Ça veut dire que peut-être à 2005, j'aurai 0,5 bar déjà, ce qui est pas dégueulasse. Ce qui donne du couple et enfin voilà, qui réveille un petit peu la bête. Faut pas oublier qu'il faut pas viser que les chevaux là-haut, le couple ultra haut et tout. Il faut avoir un truc assez homogène, un truc qui pousse, qui est du couple. C'est le couple hein, qui nous fait drifter. Si t'as 1500 chevaux mais pas de couple, c'est dégueulasse. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de rotatifs en drift. Il n'y a pas de couple. C'est triste. Par contre, les LS compresseurs, bah oui, 2000 tours, il y a déjà 1 million de Newton-mètres. Donc voilà. Disons qu'on a dit qu'on était à 28, à peu près 28, 29 à 6000 tours, on va même prendre 30. Hein. Et bien c'est simple, on va tirer une ligne droite de nos 14 à un bar, on va faire une ligne droite jusqu'à 30. Et vous avez toute votre plage de charge de turbo de 3000 à 6000 et quelques, on va dire 6002. Et bien on va se rendre compte qu'à un bar, eh ben, on est pile poil au milieu, on est bien dans la charge. Vu que tout à l'heure on avait dit, si vous vous rappelez, que les livres qu'on a sortis c'était à peu près les chevaux. On voit que ce turbo, à les 45-48 livres, c'est foutu. À peu près 1 bar 5, il n'ira pas plus haut. Ça veut dire que votre moteur, là, avec ce même turbo, si vous mettez 1 bar 5, même si vous avez 42 ou 43 livres, ce sera la limite du turbo. Il n'ira pas plus haut. C'est-à-dire que lui, il est capable de donner 250 chevaux, 450 chevaux à peu près, je dirais 1 bar 5, 1 bar 7 par là. Mais est-ce que votre moteur, à 1 bar 7, à on va dire par exemple 7000 tours, il fait 470 livres? C'est là où le calcul est important et conséquent. Donc voilà, ça vous donne la capacité de lire ce qu'on appelle une map de turbo, donc comment ça marche, voilà, de comprendre ce que c'est qu'une trim, ce que c'est qu'un AR, etc. Bien sûr, je vous aurais rajouté des petites photos, des petits trucs assez sympas, de calculer quel turbo choisir, etc. Sachant que ça, on est sur un monoturbo, mais vous pouvez faire la même chose sur un biturbo. C'est-à-dire que si par exemple vous dites, moi je veux que mon moteur de 2005 à 4000, il est déjà 1 bar, bah vous allez prendre un petit turbo qui va lui donner déjà 1 bar jusqu'à 4000. 4000, le turbo va s'essouffler et de dire bah, de 4 à 7,5, je veux qu'il y ait encore 1 bar, voire 1 bar 2. Et bah vous allez remettre un turbo qui lui va commencer quand l'autre s'essouffle et qui va pousser tout simplement.
Donc ça, après, c'est tout un tas de calculs. N'oubliez pas que plus vous en rajoutez, plus vous créez de problèmes. Alors sur un système V8 ou V en V, c'est-à-dire des turbos parallèles qui fonctionnent en même temps, c'est pas compliqué. Par contre, des séquentiels, des machins, là ça commence à être chaud. Ou du biturbo compresseur, ouais, ça commence, ça rajoute quand même pas mal de problèmes. Vaut mieux bien choisir un turbo, pas trop être gourmand en chevaux. Moi, la S13, je vise environ 500 chevaux, ce qui pour moi est très bien. Moi, je trouve qu'il devrait même y avoir des, après c'est mon avis, hein, mais des paliers de chevaux. Quand on voit ce que James Dean arrive à faire en 2,85 de large, ou Thor Arne Kvia, qui est mon chouchou parce qu'il a une PS13, un usage turbo aussi, ou Piotr, bon Piotr il a un peu plus de watts, mais voilà, déjà les mecs qui sont entre 700 et 1000 chevaux, ce qu'ils font au DMEC, donc c'est les rois des champions. Pour commencer, ça sert à rien de chercher 900 chevaux. Oui, c'est bien, faut avoir du grip, oui, ceci, oui, cela, mais quand même, voilà. Moi, je trouve que il vaut mieux chercher quelque chose d'assez homogène, d'assez efficace, plutôt que tout de suite se dire, bon, bah, je veux une caisse qui fait. Mon objectif, c'est tant de chevaux. Faites déjà un châssis, réfléchissez à votre poids et à votre châssis qui soit efficace. Ensuite, vous accouplez vos pneus par rapport à votre puissance. Voilà, le châssis est le plus important. Si vous avez une caisse qui fait 1 tonne, qui est assez large, qui a des bonnes voies, qui braquent bien, mais vous vous dites, ah, moi je suis team 4 cylindres, ou si je mets un V8 ça va être trop lourd, ou un 6 cylindres trop lourd, machin, bah j'ai réussi, j'ai trouvé un V6, voilà. Mais bon, V6, il est très fiable jusqu'à 500, j'irai pas au-dessus de 500. Et bah, vous faites votre V6, vous mettez 500 chevaux dedans, vous avez une caisse légère, fiable, bien équilibrée, bah, vous regardez pour 500 chevaux, les pneus qui passent, pour avoir du bon grip, pas trop de grip, pas trop en galère. Peut-être que ce sera des 2,45 ou des 2,55, peut-être 265, la limite max, ce sera parfait pour vous. Vos pressions, parce que ça sert à rien d'avoir des Smithly qui mettent 3 bar 5 dedans. Voilà, il faut quand même être voilà, rester logique quoi, rester logique et homogène dans votre préparation. Mais écoutez, c'est à peu près tout. Je pense qu'on en fera une parce qu'on m'a déjà demandé plusieurs fois, surtout après la caisse de Guigui, sur les compresseurs. Je pense qu'on en fera un petit sur comment ça marche, la sélection des compresseurs. Je pense que je ferai ça peut-être pour lundi prochain, on va voir. Vu que je vais chez Guigui, voir lui piquer un petit compresseur, une petite vidéo. Peut-être même en faire une là-bas avec Guigui. Donc on verra bien, et puis voir un petit peu les différences, turbo, compresseur. Euh, Ce qui est le mieux, ce qui est pas le mieux. Moi j'aime beaucoup les deux. Je trouve juste que chacun a un peu son utilité. Pour moi, un compresseur sur une caisse un peu plus street ou autre, ouais, ou sur un déjà gros moteur qui sort des chevaux, mais vous allez être vite limité. À part si vous avez beaucoup de cylindrée, vous allez être vite limité. Alors qu'un turbo, bah, demain, clairement, vous prenez un litre 6, 4 cylindres, qui fait, je dis une bêtise, 130 chevaux par exemple. Hein. Ou tiens, les 1 litre 8, 130 chevaux des Ford, les petits Z-Tech, ça fait 130 chevaux. En turbo, ça dépasse facilement les 400. Il y en a qui dépassent 400 très facilement. Les S13 aussi, hein. S13, S14, c'est à 18, 1 litre 8, ça fait 170 chevaux. Voilà, un petit stage 3, voire plus, on est vite à 350, 400 chevaux, sans problème. Donc voilà, ça donne quand même un bon pic de couple. Oui, c'est pas autant qu'un V8 parce que rien ne remplace la cylindrée. C'est-à-dire que vous avez un 2 litres turbo, vous avez un 5 litres turbo, le 5 litres ce sera toujours meilleur. Mais après, pour des problèmes de coût, de place, de beaucoup de choses, voilà. Je me rends compte qu'à mon avis, elle va durer encore 1 heure celle-là. Donc bah, pour ceux qui ont tenu jusqu'ici, bravo. Et puis voilà, abonne-toi, mets la cloche, partage. Ça fait plaisir. Et bisous, Roya!